Tu devrais peut-être te focaliser sur le cadrage et rester derrière la caméra. C'est juste que t'acceptes pas que j'intervienne dans tes vidéos. Ouais bah t'as tout dit, je veux plus que t'interviennes dans mes vidéos. Ah ouais, c'est comme ça. Puisqu'on doit tout faire soi-même, je peux être mon propre sidekick rigolo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 5e dans laquelle on retrace les aventures de Spider-Man ensemble, et après avoir analysé sa traversée mouvementée des années 90, on va aborder son renouveau dans les années... Ouais, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Salut à tous, je pense qu'on a compris. Bon bah alors ça part. Bah attends, tu veux pas faire un petit résumé de la situation, histoire qu'on se remette dedans? T'inquiète, on verra ça après. Ah non, quoi? Tu commences pas avec tes on verra ça après, on aura le temps d'aborder ça par la suite, et au final il y a 1000 éléments qui s'accumulent, qu'est-ce que c'est que ce rythme à couper au couteau? Et encore, je suis gentil de dire au couteau, je devrais dire à la hache. Oui, à la hache. Pourquoi tu mets toujours tout sous le tapis, sous la moquette, sous le parquet? Qu'est-ce qu'il y a dans ta putain de tête? C'est un T3 ou quoi? J'ai besoin d'avoir des réponses. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de... Cette fois, pour changer, on va pas commencer la vidéo par parler de la série principale, mais d'une série parallèle, Spider-Man's Tangled Web. Ça veut dire la toile emmêlée de Spider-Man en français. C'est pas ouf. Eh bien, détrompe-toi, Toile emmêlée, c'est une plutôt bonne description de la série, puisqu'il s'agit d'une compilation d'histoires courtes faisant entre 1 et 3 chapitres chacune. Formant donc une sorte de... toile emmêlée. T'es pas très fort en mime. Si, regarde, j'ai fait l'éléphant. C'est la trompe. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les années 80, les histoires courtes c'est vraiment le paradis des artistes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans la limite du raisonnable, sans se soucier des soucis qu'apporte la trame principale. Ici, on s'en tape de savoir si c'est canon ou pas, on veut juste lire une histoire originale qui met en scène notre personnage favori. Spider-Man est ton personnage favori? Soyons honnêtes, comme tout bon fan de Spider-Man, je voue une haine profonde envers Spider-Man. Et pour être original, ces histoires le sont vraiment. Peut-être même un peu trop. Ouais, c'est bien le grizzly et le rhino au don de sperme. Ouais, bah j'aimerais pas être la meilleure porteuse. En fait, la plupart des histoires ne sont même pas en lien avec Spider-Man, ou tout du moins, il n'y fait que d'occasionnelles apparitions. Bien que la série s'appelle Spider-Man's Tangled Web, ça veut dire la majorité des histoires se focalisent sur des personnages secondaires et notamment des vilains. Par exemple, que se passerait-il si le rhino devenait tout à coup l'homme le plus intelligent du monde? Ou encore, comment le fils de l'homme grenouille vit le fait que son père soit un vilain si ridicule? C'est marrant de les voir au premier plan et d'observer leur vie quand ils ne sont pas à se taper contre Spidey. On finit même par avoir de l'empathie pour eux à force de mieux les connaître. Le tisseur a déjà assez d'histoire pour lui, ça fait du bien de changer de point de vue. Cette série est donc plus un hommage à l'univers de Spider-Man qu'à Spider-Man en lui-même. Maintenant qu'on a parlé du fond, j'aimerais qu'on aborde la forme et notamment l'usage du numérique. Et pour ça, on va d'abord faire un petit point histoire. La bande dessinée numérique fait son apparition à la fin des années 80, début des années 90. Les premiers à adopter le numérique sont les coloristes. Par exemple, Marvel introduit un système de colorisation assistée par ordinateur à la fin des années 80 et Photoshop, sorti en 1990, devient rapidement un standard. Au milieu des années 90, l'amélioration des scanners, tablettes graphiques et logiciels de dessin permet aux artistes de commencer à esquisser ou ancrer numériquement, ce qui favorise donc l'expérimentation. On peut citer Spawn de chez Image Comics qui, dès les premiers numéros au début des années 90, se distingue par une esthétique très poussée avec des effets visuels inédits pour l'époque, notamment des dégradés, brumes, éclats lumineux et textures complexes. Mais c'est au cours des années 2000 que le numérique devient courant dans la colorisation, le lettrage et progressivement l'ancrage. Les tablettes graphiques sont plus accessibles et de nombreux artistes passent au tout numérique pour des raisons de flexibilité et de rapidité. Et donc,
Et donc là on est au début des années 2000 et je ne peux m'empêcher de voir la série Spider-Man Tangled Web comme une sorte d'anthologie des possibilités apportées par le numérique. Les différents artistes profitent de cette révolution pour proposer des illustrations innovantes, que ce soit pour avoir un rendu plus réaliste, dessiner et colorer des planches qui fourmillent de détails, faire de la peinture numérique sur référence photo, avoir un rendu cartoony, utiliser des effets numériques comme un effet demi-ton, ou même être complètement méta et revenir au début du comics. Bref, j'aurais plein d'autres exemples à vous donner, mais le caméraman m'indique subtilement de passer à la suite. Avant de reprendre la trame principale, je dois vous expliquer 2-3 trucs. On va rapidement résumer les arcs The Gathering of Five et The Final Chapter, qui concluent tous deux un arc majeur de Spider-Man. Norman Osborn a organisé un rituel mystique appelé The Gathering of Five. Ça veut dire le rassemblement des 5, qui accorde à 5 participants un don ou une malédiction. Je vous passe les détails, le rituel a lieu, mais Norman, pensant avoir reçu le pouvoir, a en réalité reçu la folie. Il révèle à Peter que Tante May n'est pas morte. Celle qu'il a vue mourir était une actrice clonée. Ben tiens, un clone, comme c'est original. Bref, Peter sauve May, mais brisé par les événements, il décide d'abandonner son rôle de Spider-Man et brûle son costume. Ce qui pourrait sonner comme une fin est une fin, puisqu'après le numéro 441 d'Amazing Spider-Man, la série est relancée en tant qu'Amazing Spider-Man Volume 2. L'objectif étant de repartir sur de bonnes bases avec un nouvel épisode 1. Cela marquera la fin des séries Spectacular Spider-Man et Sensational Spider-Man, et la série Spider-Man, qui avait été renommée Peter Parker Spider-Man au numéro 75, est elle aussi relancée sous le nom de Peter Parker Spider-Man Volume 2. Écoute-moi bien, je n'ai rien compris. Alors, c'est pas mon dos, mais ce que je peux te dire, c'est que le dessinateur John Byrne et le scénariste Howard Mackie expliquent qu'ils souhaitaient ressusciter May afin qu'elle s'intègre dans la nouvelle relance. Sauf que tout ça, on s'en fout parce qu'on va pas commencer au début de cette nouvelle série Amazing Spider-Man 2, mais directement commencer par le chapitre numéro 30. Spider-Man rencontre un étrange personnage nommé Ezekiel qui semble être un grand fan de Yannick Noah, qui semble avoir les mêmes pouvoirs que lui et connaît sa véritable identité. Contrairement à ce que son air de craquette chamanique laisse croire, Ezekiel est en fait le patron d'une grande entreprise. Il apprend à Peter que ses pouvoirs ne sont pas simplement dus à la morsure d'une araignée radioactive, mais proviennent en fait du totem de l'araignée. Bon, là ça va devenir un petit peu compliqué, donc essayez de vous concentrer. Si vous comprenez pas tout, c'est pas très grave, il a fallu que je lise déjà plusieurs fois chaque page pour comprendre la moitié de ce qui était dit. Donc, dans l'univers Marvel, il y a ce qu'on appelle les totems. Ce sont des sortes d'énergie mystique qui se transmettent de réceptacle en réceptacle depuis des siècles. Vous l'aurez compris, Peter est le réceptacle actuel du totem de l'araignée. En plus des réceptacles, il y a les prétendants qui sont attirés par les réceptacles et veulent les tuer sans vraiment comprendre pourquoi. Une sorte d'instinct ? Ouais, c'est ça. Tous les vilains qu'a affronté Spider-Man et qui avaient ce pattern animal sont des prétendants. Ça pourrait s'arrêter là, mais il existe aussi les chasseurs qui traquent les totems à travers les dimensions pour se nourrir. Comment ça pour se nourrir ? Bah genre, ils les mangent quoi. Est-ce que manger le totem de la laitue c'est vegan ? Mais pas de souci à se faire pour ce bon vieux Spidey, Ezekiel a construit un abri en adamantium afin de protéger Peter. Sauf que Peter a refusé l'invitation. Et il s'en mord rapidement les doigts lorsque Morlun, un chasseur, passe à l'attaque. Morlun semble imbattable, aucune des tentatives de Spider-Man ne parvient ne serait-ce qu'à le faire broncher. Après plus de 12 heures de traque, Ezekiel finit par rejoindre l'affrontement. Ça y est, Peter est sauvé, son sauveur est arrivé, tu fais chier Ezekiel. Désespéré, Peter s'injecte un produit radioactif. Ça a l'air super cool, mais ne refaites pas ça chez vous les jeunes. Et lorsque Morlun tente d'aspirer son énergie, crypto-gay, le vilain s'affaiblit. Peter n'a pas le temps d'hésiter à en finir que Dex, un homme que Morlun avait réduit en esclavage, abat le chasseur. Et ce connard d'Ezekiel est même pas mort. Avant toute chose, je pense qu'il est important de préciser qu'à partir du chapitre 30 d'Amazing Spider-Man, débute le run du scénariste Joseph Michael Straczynski. Et c'est marrant parce que je réalise qu'on a la 5e vidéo et on n'a toujours pas abordé le concept de run. Déjà la 5e vidéo alors que ça fait 2 ans que la série a commencé, c'est pas non plus la productivité qui est étouffante. Un run... Ah tu dis un run. Moi je dis plutôt une. Je peux. Dans les comics, un run représente une liste de chapitres ou le temps passé par un scénariste ou une équipe créative sur un titre. Et donc là, on est dans le run de Straczynski, un des runs les plus encensés par les fans et la critique. Pour info, l'histoire que je viens de vous résumer, Coming Home, a reçu le prix Eisner de la meilleure histoire à suivre. C'est dire à quel point elle est de qualité. Mais ce prix, il n'est pas uniquement dû au scénario de Straczynski, mais aussi au travail de John Romita Jr. au dessin. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de lui dans la seconde saga du clone, Scott Hanna à l'ancrage et Dan Kemp et Avalon Studios aux couleurs. Et les lettreurs Richard Starkings et Webb Abbott, ils peuvent aller se faire foutre ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que... Et l'éditeur Axel Alonso, il peut aller se faire voir. Non, mais c'est juste que... Non, t'as raison. On doit féliciter tout le monde pour le travail qu'ils ont fourni. Bravo à toute l'équipe. Toutefois, faut qu'on parle des couleurs.
Le dessin de Romita, j'en ai déjà parlé, il est super fort, on sait. Anna, il ancre comme un boss, y a pas de galère. Mais les couleurs, oh putain, les couleurs, c'est de la folie. Le taf sur les lumières, non, vraiment, c'est trop grave. Voilà, je voulais juste en placer une pour les coloristes. Ils se font trop souvent voler la vedette par les dessinateurs alors que c'est eux qui subliment les dessins. Bon, maintenant parlons des choses qui fâchent. C'est foutu totem. Je vais pas vous mentir, perso, je suis pas fan. Je trouve ça assez triste de perdre le côté scientifique des pouvoirs de Peter. Peter est un homme de science, c'est pas Doctor Strange. Le fait que ses pouvoirs soient d'origine scientifique est cohérent avec le tempérament pragmatique du personnage. C'est pour ça que faire des pouvoirs de Peter des pouvoirs mystiques est, selon moi, une grosse incompréhension du personnage. On sent que les auteurs se dépatouillent pour essayer de trouver du sens et du lien là où il n'y en a pas, et c'est assez bancal. Si les adversaires de Spider-Man ont des aspects animaliers, c'est juste parce que les auteurs de l'époque trouvaient ça cool et parce que c'est plus facile pour trouver des pouvoirs à octroyer aux super vilains. Ça n'a rien à voir avec des entités totémiques ou je sais pas quoi. C'est comme si on disait que Captain America ne devait pas sa force au sérum du super soldat, mais au dieu des boucliers. C'est complètement con. Je pense pas que rajouter de la magie à l'équation était une bonne idée. Bon, j'avoue, elle est pas mal. Merci. Et en fait, j'ai un peu le même problème avec ça que la réincarnation dans Naruto. Oh mais il nous emmerde avec Naruto. Naruto n'a rien fait pour arriver au sommet du Ninja Game, tout était écrit à l'avance car c'est la réincarnation d'Ashura. Et bah là, c'est un peu la même chose. Peter a reçu ses pouvoirs car c'était l'élu, on efface le côté hasard. En ce qui concerne le reste de l'histoire, c'est vraiment très cool. J'ai bien kiffé l'opposition des deux mentalités, celle d'Ezekiel qui représente la protection et Peter l'opposition. Ezekiel cherche à se cacher des chasseurs. Il a même construit un abri dans ce but. Durant toute l'histoire, il ne fait qu'échapper à ses responsabilités, là où Peter les assume et confronte directement la menace. C'est simple, mais super efficace. En parlant de chasse, on a vraiment l'impression que Pete est dans un épisode de Destination Finale. Il ne peut rien faire pour échapper à la mort, et Morlun est juste parfait dans le rôle du chasseur impassible qui ne lâche jamais sa proie, un peu dans le genre slasher. Les auteurs sont très forts pour iconiser le vilain, rarement un antagoniste a été aussi menaçant que Morlun. Si bien qu'il s'apparente presque à une allégorie du destin. À travers le rythme pesant, on ressent pleinement la détresse de Spider-Man qui réalise au fur et à mesure qu'il est condamné. Vous savez, c'est un peu comme dans les rêves quand vous êtes poursuivi mais que vous n'arrivez pas à vous échapper. Ah ouais, quand tu cours à 2 à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Même qu'après le vilain il t'attrape et il t'arrache tes membres un à un et toi t'es là. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, par contre, renouveau ou pas, la vie de Peter est toujours sans dessus-dessous. Par exemple, bah Mary Jane est partie. Mais, il y a quand même des choses positives. Après être retourné visiter son ancienne école qui tombe en décrépitude, Peter décide de la rejoindre en tant que prof de sciences. Replacer Peter au plus proche de sa formation initiale, c'est une très bonne idée. Il avait déjà enseigné dans les années 70 et honnêtement, c'est quelque chose qui me manquait un peu. C'est cool de le voir taffer au Bugle, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour le Peter prof. Je sais que vous attendez la suite de l'histoire, mais on va devoir mettre en pause la narration pour un événement malheureusement plus sérieux. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Le 11 septembre 2001, l'Amérique entière est témoin d'un événement qui va changer à jamais son histoire. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer à quel point les attentats des tours jumelles ont bouleversé les États-Unis et les créations culturelles qui ont suivi. Le chapitre 36 de Amazing Spider-Man représente l'après 11 septembre. L'Amérique a perdu ce sentiment de sécurité incarné dans les comics par les super-héros. Les personnages de bande dessinée n'ont rien pu faire pour empêcher ça, les dégâts sont cette fois bien réels, causés par des êtres humains et non des antagonistes de fiction. Le chapitre aborde un ton très solennel et dépeint les héros et les vilains agissant main dans la main pour reconstruire un New York ébranlé. Tous les personnages s'unissent face à un acte incompréhensible, face à la mort aléatoire et injustifiée d'innocents. C'est l'occasion pour les auteurs de mettre en avant les véritables héros, c'est-à-dire les pompiers et personnes ordinaires qui aident à sauver les blessés. On sent tout de même les prémices du tabou que sera cet événement, puisque l'attentat n'est jamais énoncé explicitement, à part lorsque Spider-Man qualifie de fous les pilotes des avions. Choisir le tisseur comme porte-étendard d'une Amérique unie n'est pas anodin. Dans un tel climat de perte de confiance et d'insécurité, c'est le devoir des héros et des artistes de redonner espoir aux gens, et notamment aux jeunes, et qui de mieux que Spider-Man pour donner espoir à la jeunesse. C'était un passage que je ne pouvais omettre dans cette vidéo, tant il est capital pour comprendre la mentalité avec laquelle les auteurs vont représenter Spider-Man et même le comics en général. Ceci étant dit, on peut retourner à l'histoire principale et vous allez assister à un des moments les plus majeurs de la vie de Peter. Peter, qui vient de se faire allumer comme pas possible par Morlun, rentre chez lui pour prendre une pause bien méritée. Seulement, pendant son sommeil, May rentre dans l'appartement de son neveu et le découvre ensanglanté, vêtu des lambeaux qu'il reste de son costume.
Chamboulée d'apprendre que Peter est Spider-Man, elle ne comprend pas comment et pourquoi son neveu lui a menti toutes ces années. Au cours de sa vie, elle a eu enduré tellement de choses qu'elle ne réalise pas comment Peter a pu penser que cette nouvelle pourrait la tuer. Bah justement, il n'y a pas un seul chapitre sans qu'elle fasse une crise cardiaque ou développe un cancer incurable. Bref, elle le prend comme une trahison, mais accepte tout de même d'écouter les explications de Peter. Et au final, il n'y a pas de galère, Peter est libéré d'un poids et May est contente d'apprendre la raison qui a tracassé son neveu pendant toutes ces années. Tu sens ça ? Ça sent la romance. On observe la vie du point de vue de Mary Jane et ça va pas fort. On observe la vie du point de vue de Peter et ça va pas fort non plus. MJ, qui est de passage à New York dans le cadre d'un tournage, décide de rester une nuit en ville. Je vous passe une collab avec Doctor Strange et un voyage dans le plan astral, Peter at Mary Jane. Heureusement, en 1903, Clément Ader a inventé l'avion. Alors, je pensais plus à un truc avec des moteurs. Je ne suis pas bien convaincu que ce soit le moment de parler de ça. Peter et May s'envolent donc pour Los Angeles et retrouvent Mary Jane sur le tournage d'un film. Elle y joue un rôle tout à fait poignant et respectueux de la gente féminine. C'est quoi le rôle ? Une princesse en détresse. Ah. Sauvée par l'homme homard. Tu m'en diras tant. Bref, les deux amoureux se rabibochent et... Tu sens ça ? My bad. Non, je voulais dire que ça sentait la magie. Alors c'est possible que j'en ai mis sur mon repas de midi. Une nouvelle entité mystique nommée Chatra apparaît, elle aussi overcheat. Heureusement, Spidey est sauvé par Ezekiel. Les deux hommes prennent l'invention de Clément Ader en 1903 avec des moteurs pour se rendre au Ghana, terre du premier réceptacle du totem de l'araignée. Spider-Man affronte une ultime fois Chatra et la vainc en laissant son côté araignée prendre le dessus. De retour à New York, les deux tourtereaux vivent la vida loca. Peter aide les enfants de sa classe, affronte des zombies, la routine. Mais tout va basculer lorsque Dormammu, l'ennemi principal de Doctor Strange, revient sur Terre. Peter se retrouve alors littéralement à la croisée des chemins. Il est temps pour lui de choisir son avenir. Tu verras, c'est super simple. Pilule rouge, tu revis tous tes affrontements contre tous tes ennemis jusqu'à épuisement et revois tes proches mourir. Pilule bleue, tu obtiens un super costume hyper classe. Mais tu meurs. D'une balle dans le dos. Vous auriez de l'eau ? Après le combat contre Dormammu, les événements s'enchaînent et nous amènent à la conclusion de cette trame mystique, The Book of Ezekiel. Ça veut dire... Je suis presque sûr que tout le monde sait ce que ça veut dire. New York est envahi par une avalanche d'araignées causée par l'arrivée du Gatekeeper, le boss final des vilains mystiques. On apprend que pour obtenir ses pouvoirs d'araignée, Ezekiel a suivi un rituel un peu chelou qui a fait de lui un faux élu. Il doit donc se battre avec le vrai élu, soit Peter, pour devenir à son tour le vrai élu. Pourquoi il veut devenir le vrai élu ? En fait, tous les ennemis qui sont venus affronter Peter en avaient après Ezekiel. Il voulait éliminer l'anomalie. De base, il est censé n'y avoir qu'un seul réceptacle du totem de l'araignée, sauf que là, il y en avait deux. Je sais pas si c'est très clair. Oui, super clair. Bref, Peter a été manipulé par Ezekiel depuis le début. Il s'est battu à sa place sans même le savoir. Mais quel fils de... Il sait pas tout. Après un combat acharné opposant les deux araignées, Ezekiel livre Peter en sacrifice aux anciens pour devenir le vrai élu. Seulement, il reçoit les souvenirs de Peter. Demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et finit par l'aider à échapper à son destin mortel. Il parvient à sauver Peter, mais ce, en sacrifiant sa propre vie. Vous l'avez peut-être remarqué lors du résumé, la narration emprunte beaucoup au code du Slice of Life. Tranche de vie. Pour raconter cette histoire, Straczynski ne réinvente pas la roue. Bon, à part les bails de magie. On constate qu'il perpétue l'héritage transmis par ses anciens prédécesseurs. La formule des histoires est assez simple. Un grand méchant sur 3-4 chapitres et une trame de fond qui touche personnellement Peter. Straczynski fait en quelque sorte du neuf avec du vieux. Pas de gros arcs avec des implications narratives de partout, juste notre bon vieux Peter qui mène sa vie de Spider-Man au cours d'histoires intéressantes et plaisantes à suivre. Le tout saupoudré de personnages vivants qui ont des interactions vivantes à travers des dialogues vivants. Bref, c'est simple mais pas simpliste. Si l'on pourrait alors s'attendre à ce que le récit s'enferme dans une routine, ce n'est pourtant pas le cas. Les auteurs s'efforcent de prendre des risques afin de faire évoluer le statu quo. J'en veux pour preuve la découverte de May que son neveu est Spider-Man. On avait eu l'immense déception d'apprendre que ce n'était pas elle qui avait dit à Peter qu'elle savait pour sa double identité, mais un clone. Je sais pas ce qu'ils ont avec les clones. Ils devraient en faire un arc. Ou une saga. Mais ici, ça paraît enfin concret et c'est quelque chose qui pourrait grandement faire évoluer les deux personnages. Ça annonce que du positif, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, pour l'instant, c'est très touchant. Les auteurs prennent le temps de les laisser discuter, quitte à réduire l'action.
On se sent impliqué et mine de rien, ça m'avait manqué de les voir passer du temps ensemble comme ça. Leur relation a beaucoup évolué depuis l'époque où Peter habitait encore chez sa tante et on se remémore à quel point May est un personnage attachant, l'incarnation de la bonté et de la sagesse. C'est vraiment un exemple pour Peter. Et justement, cette situation déteint sur ce dernier qui est vraiment mature. Il est bien conscient de sa condition, notamment avec Mary Jane, et c'est agréable de voir qu'il peut échapper au syndrome Goku dans DBS. Le syndrome Goku dans DBS. Tu sais, cette maladie inexplicable qui fait qu'un personnage perd tous ses neurones lorsqu'il change de série. Écoute, j'ai rien trouvé sur Doctolib. Sauf que là, il y a un personnage très important dont on n'a pas encore parlé. Chatra. Tout le monde s'en branle. Ezekiel? On en a suffisamment parlé, je pense. Norman Osborn. Hein? Mais il n'est pas dans l'histoire. Non, je voulais parler de Mary Jane. Oh. Peter n'est pas le seul à avoir des obligations. MJ a aussi des responsabilités liées à son nouveau job dans le cinéma. Les deux ont des empêchements un peu comme dans La La Land. Tu comptes développer? Non. Mary Jane ne peut pas être là seulement quand Peter est disponible et attendre le reste du temps à s'inquiéter que son mari ne rentre pas ce soir. Trop longtemps, elle a dû mettre sa vie de côté au profit de Peter. Oula, t'es pas en train de nous annoncer qu'ils vont divorcer? Les auteurs sont quand même pas débiles au point de faire divorcer le couple le plus iconique de Marvel. Et en fait, t'as rien suivi au résumé. J'ai décroché au moment où tu parlais du numérique. Ouais, bon. Donner de l'importance à tous les personnages, c'est là la grande force de Straczynski. On ne peut pas dire que Mary Jane était mise de côté par les scénaristes précédents, mais c'est difficile de nier qu'elle est souvent restée dans l'ombre de Peter. Straczynski fait ressortir l'indépendance dont MJ faisait preuve dans les années 60 et 70, tout en conservant la maturité acquise dans les années 80 et 90. C'en est fini de mettre de côté ses rêves, ses ambitions et accommoder sa vie à celle de Peter. Elle a besoin de se chercher, comprendre qui elle est vraiment et ce à quoi elle aspire. Du pur délire woke. Je vais lui casser la gueule. Au cours de ces chapitres, Peter résout les problèmes personnels des élèves de sa classe. C'est plus l'araignée sympa du quartier, mais le prof cool du bahut. Enchaîne. Et quand je dis problème personnel, je parle pas de Thibaut qui ne sait pas comment dire à Cassandra qu'il la trouve mignonne. Ouais, ça doit être ça. Non, je parle de violence, de drogue, d'élèves sans abri, et malgré le fait qu'ils s'adressent à des enfants, Peter ne les prend pas pour des cons. Je pense que les auteurs sont inspirés du traité Émile ou de l'éducation, dans lequel Rousseau décrit l'éducation idéale. Écoute, je crois que tout le monde s'en branle. Peter accepte leur complexité et le fait qu'ils ne devraient pas avoir de tels problèmes à leur âge. Tout cela est rendu possible par le traitement spécial qu'ont offert les auteurs aux enfants. Je vais reformuler. Les jeunes ont de la répartie, ils sont attachants. En fait, ils ont juste une vraie personnalité. C'est pas juste des clichés ambulants comme c'est trop souvent le cas pour les enfants dans la fiction. Avant de passer à la suite, attends, tu vas pas parler de Chatra, du Gatekeeper, des anciens? J'ai déjà dit ce que je pensais sur le côté mystique de Spider-Man, et honnêtement, ces nouveaux adversaires n'apportent pas grand-chose, donc non. Ok. Par contre, après le numéro 58 d'Amazing Spider-Man Volume 2, le moment où Peter doit faire un choix, la série est revenue à son numérotage original avec Amazing Spider-Man 500. 441 plus 58 plus 1 égale 500. En représentant Spidey entre des moments, les auteurs explicitent le fait qu'eux-mêmes doivent faire un choix. On est au numéro 500, qu'est-ce qui a changé? Comment va évoluer le personnage? On est réellement à la croisée des chemins. Plusieurs possibilités s'offrent aux auteurs, laquelle vont-ils choisir? On va répondre à ça, mais pas tout de suite. Alors qu'il vient d'envoyer le bouffon vert en prison, le pire cauchemar de Peter se réalise. Un mystérieux ennemi, qui semble connaître sa véritable identité, kidnappe sa tante. Après avoir remué tout New York à la recherche de May, jusqu'à en finir hospitalisé, Peter accepte l'aide de Black Cat. Les deux comparses vont alors affronter moult vilains jusqu'à découvrir que c'est McGargan, plus connu sous le nom du Scorpion, qui a kidnappé Tante May. L'homme derrière tout ça, vous vous en doutez bien, c'est Norman Osborn. Mais non! Norman fait alors une proposition à Peter. S'il l'aide à s'évader, il lui dira où se trouve sa tante. Le héros est forcé de se soumettre à la volonté de son pire ennemi, mais... Norman trahit Peter? Norman trahit Peter. C'était tout à fait imprévisible. Spider-Man et Black Cat se retrouvent alors seuls face au Sinister 12. C'est les Sinister Six, mais x2. Heureusement, les super amis de Spider-Man accourent à leur secours et Peter s'empresse d'aller sauver Mary Jane que le bouffon vert menace de jeter du pont George Washington. Ben tiens, c'est original! Il parvient à sauver sa chair et tendre et se dirige vers le cimetière dans lequel May a été enterrée vivante. Ben tiens, c'est original! Enterrée vivante depuis des mois! Mais bon, la vieille en a déjà vu d'autres, elle s'en sort sans trop d'égratignures. C'est impossible. Je veux dire, c'est physiquement impossible qu'elle soit restée aussi longtemps et en ressorte indemne. Elle en ressort pas indemne. Regarde, elle a les yeux un peu rouges. Le dernier combat, c'est l'histoire qui inaugure la nouvelle série Marvel Knights Spider-Man.
En 1998, Marvel lance la collection Marvel Knights qui propose des histoires destinées à un public plus âgé. Daredevil, le Punisher et les Inhumains sont les premiers à rejoindre cette série qui gagne vite en popularité. Ainsi, en 2004, Spider-Man débarque avec ce récit écrit par Mark Millar qui a pour objectif d'ajouter du réalisme à la narration. À sa sortie, l'histoire est encensée par le public et la critique. Stan Lee lui-même la considère comme l'une des meilleures sagas qu'on puisse imaginer. Mais alors, est-ce que tout cela est mérité ? Oui. Je vais même pas essayer de faire durer le suspense ou quoi, c'est une super histoire. Le scénario de Mark Millar pousse tous les curseurs au maximum, on a droit à une réelle réflexion sur l'identité secrète de Peter, son impact sur lui et surtout ses proches. On ressent pleinement l'amour que Millar éprouve pour l'univers de Spider-Man. Les dessins de Terry Dodson sont spectaculaires, il est à l'intersection parfaite entre réalisme et cartoon. Et les couleurs de Ian Manning mazettent les couleurs, bref, c'est super. On rentre plus dans le détail ? Avec grand plaisir. Si vous avez écouté au moins les 6 premières secondes du résumé, vous avez compris que toute cette histoire est due à un leak de l'identité de Spider-Man. C'est quoi ça ? Vu que tu veux pas parler en VF, je sous-titre. Comme tu veux. Se pose alors la question récurrente de si oui ou non Peter devrait conserver son identité secrète. Beaucoup de héros ont déjà révélé la leur sans en subir plus de conséquences que ça. Faudrait qu'ils en fassent une histoire. Ou une guerre. Et justement, comment les autres héros pourraient avoir confiance en lui si lui-même n'a pas confiance en eux ? Paradoxal. Ainsi, plutôt que de travailler avec une équipe de héros, Peter se tourne vers les vilains. Et ça finit mal. Très mal. Mis à terre par Electro, il est obligé de retirer son masque en chirurgie, ce qui attire le vautour voulant découvrir son identité. À force de cacher quelque chose, on encourage les gens à le trouver. Sa simple présence met alors en danger le personnel de l'hôpital. On s'est toujours demandé ce qu'il se passerait si les ennemis de Spider-Man apprenaient son identité secrète, et dans cette histoire, Millar va au bout du concept. Le cadre Marvel Knight lui permet d'être plus radical dans sa proposition, et ça colle très bien au récit. Si l'on aurait pu s'attendre à ce que cette révélation de l'identité de Spider-Man n'ait pas d'impact concret, vous savez, tout est bien qui finit bien, personne n'est blessé, ce n'est mais alors pas du tout le cas. Là où il va, Peter met en danger les gens qui l'entourent et cause la mort de nombreux innocents. Et pas la mort en arrière-plan où tout est assombri. Non, la mort au premier plan, celle qui pèse sur la conscience du protagoniste, celle qu'il aurait pu éviter en étant simplement autre part. Après ça, impossible qu'il veuille révéler son identité. Hein ? Le ton est beaucoup plus sérieux, mais ne tombe pas dans les travers du noir absolu où il n'y a plus d'espoir, ça reste une histoire de Spider-Man. Peter sait aussi prendre du bon temps. Ah ouais, du très bon temps même. Y'a pas tant de mecs qui a été kidnappé ? Ah, Felicia Hardy alias Black Cat. J'aime beaucoup le duo Spider-Man Black Cat. Ils se connaissent bien, ils se ressemblent sur beaucoup de points, mais leurs différences, notamment vis-à-vis de la morale, rendent leur relation intéressante. Ils ont un passé commun quelque peu mouvementé, et les voir agir en collab, c'est comme voir deux vieux amis complices qui se connaissent par cœur. T'arrêtes pas en si bon chemin ? Les opposés se ressemblent, s'attirent et s'assemblent, l'un comble les failles de l'autre. Peter est un modèle pour Felicia car elle sait qu'elle ne pourra jamais être aussi héroïque que lui. Elle ne pourra jamais se dévouer à 100% aux autres et Felicia apporte à Peter le dynamisme qui lui manque pour passer à l'action. Il a trop tendance à surréfléchir, suranalyser, bref, ils se complètent bien tous les deux. Et vous savez qui se complète bien aussi ? Certainement pas toi et les vidéos courtes. Norman Osborn et la quasi-entièreté des histoires de Spider-Man. Eh oui, le grand méchant c'est encore le bouffon vert. Bon, c'est un peu différent d'habitude, il tient vraiment Peter par les couilles. Grossier personnage. Si c'était pas la 1000e fois qu'on voyait ça, j'aurais grave kiffé. Là, je kiffe normal. Un soir, Peter reçoit une étrange lettre signée par Gwen Stacy. Oh non. Cette lettre semble avoir été envoyée par Gwen de son vivant. Elle expliquait à Peter qu'elle avait une terrible nouvelle à lui annoncer, mais la suite du message n'est pas lisible. Alors qu'il se recueille auprès de la tombe de son ancien amour, Peter se fait agresser par deux inconnus se nommant Gabriel et Sarah. Il leur échappe et parvient plus tard à déchiffrer la suite de la lettre. Gwen y révèle qu'elle était enceinte d'un garçon et d'une fille. Elle a accouché 1 mois avant d'envoyer la lettre et a décidé de les appeler Gabriel et Sarah. Peter déterre littéralement ses morts et compare l'ADN du cadavre de Gwen avec les échantillons présents sur la lettre, et ça correspond. Les enfants de Gwen pensent que Peter est leur père et qu'il les a abandonnés à la naissance, causant le décès de leur mère. Sauf que Peter affirme qu'il n'a jamais avec Gwen. Jamais quoi ? Jamais quoi ? Il a jamais quoi avec Gwen ? Il a jamais baisé avec Gwen, il a jamais fait l'amour, il a jamais trempé le biscuit, qu'est-ce que tu comprends pas ? Mary Jane apprend alors à Peter qu'elle sait qui est le père des enfants. Norman Osborn.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous vous rendez compte que les auteurs sont tellement incapables de faire de Peter un père de famille que pour aborder le sujet de la paternité, ils sont obligés de faire ça. Faire de Norman gros Osborn, le père des enfants de Gwen, c'est juste ignoble, abominable. J'ai pas les mots. En plus, c'est bourré d'incohérences. Et comment ça, Mary Jane savait depuis le début? C'est une zinzinerie qu'elle ait pu passer à autre chose après ça. Parce que pour rappel, dans Crise d'identité, elle riait à gorge déployée car Norman ne reconnaissait pas Peter sous le masque du frelon. Calme. Et puis comment ça, beaucoup de choses commencent à faire sens. Pas du tout, il n'y a jamais eu de problème dans l'histoire où on se disait « Ah ouais, c'est bizarre, ça devrait être expliqué par le de Gwen par Norman. » Jamais. Ça ne sert strictement à rien. Norman est déjà un immense personne n'en a jamais douté, et ça y est, Gwen est déjà revenue 2 fois, elle a assez souffert comme ça. Tranquille, c'est malsain, voilà. Les auteurs sont des putains de dégénérés qui fantasment l'attirance sexuelle d'une jeune femme pour un vieil homme. J'avais rien dit pour Warren, mais là c'est abusé, j'ai legit envie de vomir. Comment ça vous vient en tête un truc pareil? Tout doux. J'arrive plus à regarder le personnage, c'est horrible. Ça vous fait plaisir de salir son innocence, hein? Tom, c'est juste un comics, tranquille. Bref, je veux plus en parler, donc j'en parlerai pas. J'ai pas envie de donner du crédit à ça, c'est à la fois irrespectueux pour les fans et malsain, donc j'en parlerai pas. Tu prends ça trop à cœur. C'est plus pareil sans Thomas. Comment ça? Tout est si sérieux maintenant. Sérieux, c'est pas tout à fait le mot que je dois employer pour qualifier l'émission. Bon, je peux avoir un moment émotion. Ah, c'est quand même différent ça, Thomas. Tu l'as bien cherché. Eh ben super. On a l'air aussi doués l'un que l'autre pour le tact. Après c'est logique, quoi. Ouais. Il devrait être excusé. Et puis quoi encore? Bon, écoute, la vidéo va pas se faire toute seule, donc tu te remets de tes émotions et on y va. Ouais. Attends, mais comment t'as fait ça? Alors, un peu de contexte. Après l'histoire dont on vient de parler... Calme. Il y a un vilain qui a brûlé l'appartement de MJ et Peter et la maison de May. Heureusement, Tony Stark leur propose de s'installer à la tour des Avengers, car Peter est un Avenger. Seulement, ce dernier se sent bizarre en ce moment. Il est soumis à beaucoup de stress, il est anxieux, maladroit, confus, mais il ne veut pas se l'avouer. Il fait une dépression? Pas du tout. La dépression, c'est pour les faibles et Spider-Man, il est fort. Finalement, Tony confirme les craintes de Peter via des analyses sanguines. Il est en train de mourir. Personne n'arrive vraiment à connaître la source de la dégénération cellulaire qui le touche. La mort semble alors certaine. Du coup, Peter fait tous les trucs qu'il voulait faire avant de mourir. Tu ferais quoi, toi, s'il te restait une semaine à vivre? Je prendrais la voiture, j'irais au supermarché, je me garerais, je rentrerais dans le magasin, j'irais au rayon fruits et légumes, et je mangerais une orange sans la payer. Mais c'est nul, un acte complètement anarchique. Morlun fait son grand retour. Peter l'affronte dans un ultime combat, mais décède face au chasseur. L'homme est mort, il ne reste plus que l'araignée. Et l'araignée a des putains de pics qui lui sortent des poignets et des pouvoirs magiques. À la morgue des Avengers, les héros découvrent une sorte de mue. Sous un pont, un immense cocon de toile fait son apparition. Que se passe-t-il dans le corps de Peter? Blablabla, l'homme et l'araignée, Peter renaît et c'est les retrouvailles. Tu fais chier, j'avais posé une super ambiance. Au début de l'histoire, tout se passe trop bien dans la vie de Peter. Spider-Man est un Avenger, il vit avec ses proches dans la tour Stark, il est marié avec Mary Jane, sa tante est en bonne santé, bref, c'est suspect et Peter s'en rend compte. Au final, c'est presque une métacritique du personnage principal destiné à subir sans cesse les foudres de ses auteurs. Je vais pas te mentir, tu nous emmerdes. Pour être honnête, j'ai un avis contrasté sur l'histoire et c'est notamment dû au rythme un peu chelou. Le récit est comme divisé en 2 parties. La première, durant laquelle Peter recherche un moyen de guérir, se fait à l'idée qu'il va mourir et décide de profiter de ses derniers jours avec ses proches. Et la deuxième, dans laquelle il affronte Morlun, meurt et renaît. C'est honteux! Non, pas celui-là. Sauf que dans la première partie, il se passe pas grand chose. On voit pas trop où l'histoire veut nous emmener, le fil directeur est assez flou.
En plus, la narration est trop bizarre. Des fois, t'as l'impression qu'il y a des ellipses, mais t'es pas sûr. Et puis, la connexion entre les chapitres est douteuse, il n'y a pas trop de lien. Alors, peut-être que c'est fait exprès pour retranscrire les blackouts dont souffre Peter. Ouais, ça doit être ça. On n'arrête pas de nous répéter que Peter va mourir, mais en fait, il se passe jamais rien. Surtout que bon, faut être honnête, on n'y croit jamais vraiment au fait que Peter va mourir. Déjà parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il nous reste encore pas mal de chapitres à lire, mais aussi parce que Marvel va pas s'asseoir sur le pactole que représente Spider-Man. Sinon, si on arrive à faire abstraction de tout ça, alors oui, c'est touchant de voir Peter vivre ses derniers instants avec ses proches, tout faire pour profiter un maximum de leur présence et réaliser ses derniers souhaits. Mais ça l'aurait été encore plus si c'était vraiment ces derniers instants. Fort heureusement, la deuxième moitié de l'histoire est bien meilleure que la première, qui semble en rétrospective presque optionnelle. Représenter Morlun comme la faucheuse, c'est assez classique, mais pourquoi pas. Là où l'affrontement gagne en crédit, c'est lorsqu'on voit à quel point la détermination de Peter à se battre jusqu'à son dernier souffle est excellemment mise sur le papier. À ce moment-là, grâce à la mise en scène, j'ai presque cru qu'il allait vraiment mourir. Bon, on passe tout le passage où Peter se bat avec son araignée intérieure. Flemme. Pour arriver à la sortie du cocon qui représente le renouveau. C'est une véritable renaissance du personnage. Non, à qui je vais faire croire ça? On est bientôt à One More Day. Et c'est ainsi que se finit Spider-Man The Other. L'autre. Et donc c'est fini. Bah ouais, je suis d'accord. La fin est un peu décevante. L'histoire fait 12 chapitres, mais bah il se passe pas grand chose. Le deuxième titre de l'histoire, c'est Evil Vor Die, donc littéralement évoluer ou mourir. Bon ben là, y a pas grand chose qui a évolué. Alors, The Other c'est terminé. Maintenant on passe à... Oh, non. Quoi? Ben je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Ah mais non, il reste encore plein de trucs à voir. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. J'arriverai pas à faire la partie suivante tout seul. C'est si terrible que ça. Oula oui. Il faudrait quelqu'un pour m'aider, j'y arriverai pas tout seul. Bah moi je peux t'aider. T'as pas bien saisi le lien qui nous unit, je crois. Donc on cherche quelqu'un que tu connais, avec qui tu as déjà travaillé de préférence et qui maîtrise le sujet. Oui bon c'est bon, j'ai compris, j'irai pas le voir. Je sais que je me répète, mais la vidéo va pas se tourner toute seule. Donc soit tu mets ton ego de côté et tu vas t'excuser, soit tu peux t'asseoir sur les revenus colossaux que cette vidéo pourrait générer. Bon, j'abuse peut-être un petit peu pour les revenus colossaux. Bon, j'abuse peut-être un petit peu sous les revenus tout court. Wow, t'as pas été très difficile à convaincre. Chaque seconde de plus à parler avec toi me rajoute du montage. Ok, bon bah alors j'y vais. Allez, file. Non, sérieux, arrête, c'est vraiment trop chelou. Bah, laisse-moi au moins le temps de m'expliquer. Je sais que notre relation est actuellement un peu abrasive, notre amitié est un peu comme un volcan, à tout moment elle peut exploser. Et c'est ce qui s'est passé lorsque le magma est entré en fusion. Et nous subissons actuellement les conséquences de cette explosion, soit les retombées volcaniques. T'as besoin de moi pour une vidéo? Oui. Tu t'excuses? Oui. Tu réponds vite parce que parler lentement ça rajoute du temps de montage. Oui. Bon allez, rentre. Bon alors, c'est quoi le problème? Disons qu'on doit analyser un récit de 132 chapitres dont Spider-Man n'est même pas le personnage principal. Ouais, effectivement. Le tout en étant assez concis et amusant. Tu t'occupes du concis, je m'occupe de l'amusant. Ok. Bon allez, on y va. Tes chaussures? Ça va? C'est pas trop éclairé? Ouais, parfait, t'inquiète, parfait. Ok, parfait. Bon, Civil War, c'est un sacré morceau, donc dans cette vidéo, on va se concentrer en majorité sur le point de vue de Spider-Man, quitte à faire un épisode dédié à cet événement dans l'avenir. Il le fera jamais, hein. Eh ben, c'est parti pour le résumé. Tony Stark annonce à Peter qu'une guerre est sur le point d'avoir lieu.
Les États-Unis veulent faire passer une loi qui impose à tous les super-héros de se recenser, et il sait que certains seront contre cette réforme. L'étincelle qui met le feu aux poudres est l'incident de Stamford. L'équipe des New Warriors, dont on avait parlé dans la seconde saga du clone, s'immisce dans une affaire au-delà de leurs compétences. Il s'attaque au mutant Nitro. Ce dernier use de son pouvoir et explose, causant la mort de 600 personnes, dont 60 écoliers. Tony demande alors à Peter de devenir son bras droit secret. En échange, il lui offre un tout nouveau costume super équipé, l'armure Iron Spider. Spider-Man rejoint donc l'équipe d'Iron Man et part en guerre contre ses anciens amis qui, eux, ont choisi le camp de l'insurrection mené par Captain America. Finalement, il prouve sa fidélité envers Tony en dévoilant sa véritable identité lors d'une conférence. Désormais, le monde entier sait que Peter Parker est Spider-Man. Toutefois, Peter se rend compte que Tony abuse de sa gentillesse et le manipule. Mais deux événements vont venir conforter cette vision. Le premier est la mort du super-héros Goliath, tué par un clone défectueux de Thor, créé par Hank Pym. Le second est sa visite de la Zone 0, une prison construite par Red Richard, aux conditions inhumaines dans laquelle sont envoyés les méta-humains qui refusent de se recenser. En conséquence, Peter décide de quitter les rangs d'Iron Man et rejoint ceux de Captain America. Cependant, lors de l'affrontement final, le soldat de l'Amérique réalise l'ampleur des dommages causés par cette guerre et se rend. Quelques jours plus tard, il est abattu par un sniper lors de son transfert à la base du Shield. La guerre est finie, mais l'identité de Spider-Man est toujours publique, et ce qui devait arriver arriva. May est grièvement blessé par un tueur à gages, ce qui la plonge dans le coma. Civil War est un récit tentaculaire. L'histoire est racontée sur les séries propres de chaque protagoniste auxquelles s'ajoutent les mini-séries créées spécialement pour l'événement. Pourtant, ça reste assez lisible. Je tiens à féliciter les gens de chez comicbookreadygordos.com qui ont réussi à élaborer une liste de lecture surprenamment efficace. Et même du côté des auteurs, chapeau aux scénaristes et aux éditeurs. Il y a étrangement assez peu d'incohérences et tout s'enchaîne de manière plutôt fluide, malgré les allers-retours entre les différentes séries. Alors, 18 séries principales, 5 séries limitées, 12 one-shots, ça fait un total de 35 séries. Et dites-vous que ça, c'est uniquement ce que la liste de CBRO conseille de lire. L'avantage de cette séparation sur plusieurs séries, c'est que ça nous pousse à nous intéresser à des personnages auxquels on ne se serait pas intéressé normalement. Typiquement, j'étais pas forcément intéressé par les Thunderbolts, mais j'ai apprécié la découverte de cette équipe de vilains devenus héros. À travers les variations de point de vue, les mêmes événements sont racontés différemment en fonction du personnage. C'est une télé-réalité en fait. Marvel aurait donc tout pompé à la Team Nasdaq ? Et donc, cette variation de point de vue permet d'aborder en profondeur le thème de la législation des super-héros sous toutes ses facettes. La guerre est la conséquence directe de l'échec de la diplomatie et personne n'a le droit de rester neutre. Il faut choisir son camp. D'un côté, la loi doit s'adapter aux circonstances de son époque et il faut savoir se battre pour promouvoir les idées auxquelles on tient. Défendre une réforme impopulaire mais dont on sait qu'elle pourrait sauver des vies demande énormément de courage. D'un autre côté, être contre l'ordre préétabli est parfois plus patriotique que de s'y soumettre. La démocratie offre aux citoyens le droit d'exprimer leurs avis, mais dans ce cas-là, c'est plutôt un devoir. Bon, on commence à faire la philosophie de comptoir, donc je propose qu'on passe au point négatif. J'ai pas vraiment de critique à émettre envers l'histoire à part 2-3 points noirs. Au vu de l'ambition du projet, c'est normal qu'il y ait quelques ratés. Mais il y a une chose que je suis obligé de mentionner. Je trouve la fin bizarre, pour pas dire nulle. Je m'explique. Malgré le fait que la manière avec laquelle est raconté le récit se veut plutôt neutre, la balance penche vers le côté de Captain America. Les auteurs semblent nous indiquer que c'est lui qui a plus raison, ou moins tort. C'est comme vous voulez. Je dirais qu'il est à moitié vide. Pour autant, dans l'ultime combat, le soldat abandonne la bataille et se rend aux autorités face aux dégâts colossaux causés par l'affrontement opposant les deux axes. D'un côté, c'est une réaction assez legit au vu du personnage et de ses idéaux, mais de l'autre, c'est plutôt décevant. En tout cas, l'effet reste le même, c'est inattendu et surprend le lecteur. Comprenez-moi bien, je suis pas en mode trop nul, j'aurais préféré qu'ils se battent jusqu'à détruire tous les États-Unis. Quoique détruire les États-Unis en vrai de vrai. C'est juste qu'après tous ces chapitres d'installation, cette construction de longue haleine d'un climax, pour au final tomber à plat, je sais pas trop quoi en penser. On en vient à se demander si tout ça a vraiment servi à quelque chose. Intéressons-nous maintenant plus spécifiquement au point de vue de Peter. Spider-Man est un personnage central de l'histoire car son rôle est un peu particulier. Il est le seul héros qui change de camp au cours du récit. Il nous permet donc à nous, lecteurs, de s'immiscer dans les deux factions. Cette situation est représentée très tôt dans l'histoire sur la couverture du numéro 531 de Amazing Spider-Man. Peter est tiraillé entre les deux camps. Il a pas l'air hyper tiraillé, hein. Libère un peu ton imagination. Il hésite entre le côté de Tony, visage découvert et sans son armure, et celui de Captain America en uniforme. Voilà, il y en a un qui cache son identité et pas l'autre. Je sais pas si vous voulez que je développe plus. Ça va aller Tom, ça va aller. Peu importe son choix, Peter est soutenu par ses proches.
Tout d'abord, Tante May remet en question la promesse de son neveu de ne pas dévoiler son identité secrète. Elle dresse un parallèle avec les autres représentants de la loi, comme les juges et les sénateurs, qui ne portent pas de masque. C'est quelque chose qui avait déjà été abordé dans la mort de John DeWolf, pour ceux qui s'en souviennent. Peter souhaite protéger sa tante et sa femme, mais ces dernières veulent qu'il dévoile son identité car elles préfèrent risquer la mort que de voir Peter se camoufler honteusement. À ce moment-là, je suis pas sûr qu'elle pense la même chose. L'aboutissement de tout ça, c'est Spider-Man qui retire son masque devant toutes les chaînes de télé. C'est un peu le fantasme qu'on a tous eu, j'ai l'impression de me répéter. Voir les réactions de Jameson, Felicia, Betty, ses élèves, Otto, etc., c'est jouissif. Tu penses qu'il y aurait eu des réacts à l'annonce? Salut à tous les gars, aujourd'hui on va réacter à l'identité secrète de Spider-Man, c'est parti. Ok, il monte sur la scène. Mais non, il enlève son masque, c'est... je sais pas qui c'est. Après, c'est une chose de révéler son identité secrète, de faire kiffer les lecteurs, c'en est une autre d'avoir prévu une suite aux événements. Pour que cette annonce soit bien intégrée dans le récit. Que la suite soit prévue, quoi. Pas juste un petit kiff, mais après les auteurs sont dans la merde. J'apprécie ce subtil foreshadowing. Bref, Civil War, c'est véritablement un instantané de l'univers Marvel des années 2000 et un, si ce n'est l'événement le plus important et populaire de la Maison des Idées. Au travers d'un récit sombre, l'histoire dépeint les craintes d'un peuple américain qui hésite entre surprotection et liberté, conséquence des attentats du 11 septembre dépeints ici par l'incident de Stamford. Bah voilà, pas si compliqué. Ah merci, heureusement que t'étais là pour m'aider. T'inquiète, y a pas de galère, je peux t'aider sur la prochaine si tu veux. Ouais, la prochaine, ouais. On enchaîne ? May vient donc de se faire tirer dessus et Peter l'emmène aux urgences. Seulement, il ne veut pas se montrer à la vue des infirmiers car, pour rappel, il est recherché par l'entièreté de l'équipe de répression de Tony Stark. Le temps n'est plus aux plaisanteries. Peter veut inspirer la crainte dans les yeux de ses ennemis, il revêt alors le costume noir. En quête de vengeance, il traque le sniper qui a tiré sur May, mais alors qu'il met la main dessus, ce dernier se fait abattre. Peter apprend tout de même que c'est le caïd qui a commandité un tueur à gages pour s'en prendre à sa famille. De ce fait, Spider-Man rejoint Fisk en prison et l'humilie devant les autres gangsters de la ville. Les conditions étranges de l'hospitalisation de May commencent à éveiller les soupçons. Mary Jane et Peter décident donc de changer d'hôpital et y parviennent après avoir enfreint une bonne dizaine de lois fédérales. Cependant, l'état de May ne s'améliore pas et le couple est bientôt à court d'argent pour payer les soins. Bref, c'est la merde. Back in Black, c'est l'histoire de Peter qui part en vendetta. Obnubilé par la quête de vengeance, tout le reste lui échappe. On est face à un Spider-Man beaucoup plus violent qui considère que la fin justifie les moyens. Dans cette mouvance, il décide de revêtir le costume noir, ce qui est cohérent avec l'ambiance du récit. Face au sniper et au caïd, il retire même son masque pour faire comprendre à ses adversaires qu'il n'agit pas en tant que Spider-Man, mais bien Peter Parker. On s'en est pris à sa famille, ce n'est donc pas le héros qui se venge, mais l'homme sous le costume. De plus, Peter joue le rôle du chasseur et il veut que sa proie sache qui elle a en face d'elle. Son antagonisation est surprenante, mais hyper maîtrisée. Ça va me traiter de bandeur, mais quand il retire son masque face à Fisk, oh là 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 là. Je ne suis pas venu pour te tuer, je suis venu pour te tuer. Ça sonne mieux en anglais. C'est parce que je suis un piètre traducteur. Le combat face au caïd, c'est très fort. Peter est en constant aura farming. Il y a plus de blagues et ça se reflète également à travers le combat, pas seulement les dialogues. Le style de Peter est beaucoup moins acrobatique, c'est moins spectaculaire et plus brutal. Plutôt que de tuer le caïd, il décide de l'humilier devant toute la nation du crime. Peter se place comme une épée Damoclès au-dessus de la tête de Fisk. Il est effrayant et croyez-moi, pour terroriser le caïd, faut y aller. Je pense qu'un plat veggie suffirait. Tout ça c'est bien stylé, mais ça n'arrange pas la condition de May. Après avoir frôlé la mort d'un nombre incalculable de fois, Je pense qu'il y a 3 chiffres. cette fois son état est pire qu'il n'a jamais été. J'ai une théorie. C'est quoi cette théorie encore? Les auteurs de Spider-Man sont des dégénérés. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Déjà, t'as loupé des trucs dans le début de la décennie, et puis il faut être quand même sacrément zinzin pour toujours trouver des manières plus sordides de mettre Peter dans des situations toujours plus merdiques. One more day, un jour de plus, ceux qui savent, on attaque un sacré morceau là. Arrête de teaser et résume.
Bien que Tony Stark ait payé les frais d'hospitalisation de May, son état ne s'améliore pas pour autant. Les médecins sont formels, on ne peut pas la sauver. Et quand la médecine ne peut plus rien faire, on se tourne vers... Un chaman de la gare de Châtelet-Léal. Ouais, c'est plus ou moins ça. Doctor Strange explique à Peter qu'il ne peut, lui non plus, rien faire pour sauver sa tante. Il doit accepter le décès de May et profiter des derniers instants qui lui restent. Ben, c'est super comme morale. Pourquoi tout le monde critique cette histoire? Et ben justement, ça aurait été bien si tout s'était arrêté là. Peter a réalisé que le moment de partir est arrivé pour May, elle lui aurait dit « Tu n'as pas à t'en sentir coupable, je suis âgé, je préfère que ce soit toi qui vive, je suis fier de toi. » Enterrement, Peter grandit, il n'a plus de tâche parentale, c'est un adulte. Mais c'est quand même mieux de faire un pacte avec le diable pour faire revivre sa tante de 138 balais en échange de son mariage. Il se passe pas vraiment ça quand même. Vous savez, on reproche souvent aux comics un manque de constance à travers les différentes histoires. Eh bien, les auteurs de Spider-Man sont anormalement constants pour détruire le personnage. Bon, si vous n'avez pas tout compris, la situation est résumée sur la couverture du numéro 544 de Amazing Spider-Man. Peter va devoir choisir entre May et MJ. Il n'arrive vraiment pas à se faire à l'idée que sa tante va mourir. Et c'est normal. Enfin, il se sent responsable car May ne meurt pas de mort naturelle ou d'un accident inévitable. Il aurait pu empêcher ça. En fait, ça n'aurait jamais dû arriver s'il n'avait pas dévoilé son identité au monde entier. Et je trouve ça plutôt cool. Alors, pas le fait de voir une vieille mourir, mais c'est la réaction la plus accurate, celle qui colle le plus au personnage. Jusqu'à Mephisto. Je comprends pas très bien pourquoi les auteurs ont pris ce virage à 180 degrés. Enfin, je sais pourquoi, mais je trouve ça assez mal amené. Tout nous indique que ça aurait dû se finir d'une manière similaire à celle que j'ai mentionnée précédemment. Plutôt que de chercher en vain un moyen de sauver sa tante, il devrait passer ses derniers instants avec elle, car la chose la plus précieuse qui lui reste, c'est l'opportunité de lui dire au revoir. Même les auteurs le disent, alors pourquoi ils le font pas? En plus, ils nous narguent avec Mayday en nous disant « Ah ouais, vous voyez ça? Bah vous l'aurez jamais ». Je précise pour ceux qui savent pas, Mayday c'est la fille que Mary Jane et Peter auraient dû avoir pendant la seconde saga du clone, et c'est devenu un running gag de la communauté car les auteurs refusent de donner un enfant à Peter. En tout cas, ce Peter-là, lisez Ultimate Spider-Man, c'est super. Bon, j'y retourne. Et après, t'as MJ qui dit « Non mais t'inquiète, il reste de l'espoir, mais de quel espoir tu parles ?» Ça crée une relation toxique avec les lecteurs. Donc, un jour de plus, c'est 2 points négatifs. May n'est pas morte, ce qui aurait pu faire évoluer le statu quo, et le mariage, que tout le monde apprécie au passage, disparaît. On a tout perdu au change. Je m'en fous si tu penses que je surinterprète, Mephisto égale les auteurs. Et c'est pas un caprice de fan, genre on ne me donne pas ce que je veux donc je suis pas content. Non, je me sens trahi. Les personnages agissent au random, c'est pas Spider-Man ça. Autant que les gens oublient qui est Spider-Man, je capte, c'est pas une des composantes de base du perso. Mais le reste... À skip, Harry Osborn n'est plus mort. C'est écrit où dans le contrat? S'ils voulaient faire un reboot, ils auraient juste pu laisser canner la vieille. Bon, je te sens un peu aigri, y a pas quelque chose de positif là-dedans? Non. Bon ok, l'intro de Mephisto est plutôt cool. L'atmosphère vaporeuse est très bien retransmise, que ce soit à travers le rythme et les dessins en eux-mêmes. Il y a quelque chose qui relève du rêve. Les personnages apparaissent puis disparaissent, les décors changent sans qu'on s'en rende compte, c'est très bien mis en scène. Ça me fait penser au cinéma de David Lynch. Oula, je t'arrête tout de suite. Commence pas à parler de film, sinon on va se mettre toute la commu cinéphile à dos à cause de tes conneries là. Eh mais j'ai pas fini hein. J'aimerais annoncer le retour de votre rubrique préférée, Les amours de Peter. VF, VS, VO. Ça part. En version française, One More Day est traduit en un jour de plus, ce qui représente, selon moi, une petite erreur. Mais pour qui tu te prends? La traduction est un peu trop littérale, là où le sens serait plutôt plus qu'un jour. Ce qui sonne très mal. La version originale joue sur le double sens plus qu'un seul jour, en référence au fait qu'il ne reste plus qu'un jour à vivre à May, et l'annonce de Brand New Day, littéralement un tout nouveau jour, Peter est reparti pour un nouveau départ dans sa vie. Et selon moi, la VF échoue à transmettre cette polysémie. Policier quoi? Mec, parle normalement. Après, j'avoue qu'à leur place, j'aurais pas trop non plus su comment traduire ça et garder le double sens. Mais tu sais, je me suis dit que tu t'intéresses quand même à des considérations que tout le monde s'en fout. Bah non, abuse pas, c'est important de préciser les intentions principales des auteurs lorsqu'elles ne sont pas facilement accessibles au public non anglophone. Tu vois, c'est ça ton problème. Avant de continuer l'intrigue principale, j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques séries courtes et on commence avec Spider-Man Blue. Spider-Man Blue est un récit nostalgique nous présentant Peter se remémorant ses années à l'université. Il y raconte son amour avec Gwen, sa colocation avec Harry, sa double vie de héros et ses affrontements avec ses vilains de toujours. Le récit fait partie d'une série de projets réalisés par le duo Jeff Loeb-Tim Sale, dans lequel on retrouve également Daredevil Yellow, Hulk Grey et Captain America White. Captain America, White. Comme de par hasard.
D'ailleurs, la couleur bleue a été choisie car elle fait référence à la mélancolie, à la déception amoureuse ou au blues. Si vous demandez à un fan de Spider-Man quelle est sa série préférée, il vous répondra soit La Dernière Chasse de Kraven, soit Spider-Man Blue. Enfin, c'est ce qu'on en croit lorsqu'on regarde les avis dithyrambiques faits à la série. Elle est même classée 2e meilleure histoire de Spider-Man sur Sens Critique. J'ai pas trop kiffé. Tu comptes vraiment te mettre toutes les communautés à dos. Pour mieux faire passer la pilule, commençons par le positif. Le style graphique de Tim Sale est excellent et colle parfaitement au récit nostalgique. Certains peuvent trouver ça trop stylisé, mais c'est fou à quel point les dessins rappellent l'époque Romita Senior. Tout ça est sublimé par des aplats de couleurs vives qui donnent le smile, faut être honnête. Et le négatif? Je vois pas trop l'intérêt. Ou plutôt, je comprends pas la hype qu'il y a autour. Ok, c'est cool de voir Peter retracer les débuts de son amour avec Gwen, mais... du coup, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça respecte bien les vieux chapitres? Tout ça, on connaît déjà, et l'apport du regard de Peter qui a grandi et a plus de recul est quasi nul. Ça rajoute pas grand-chose. J'ai rien à dire de plus sur le scénar, allez voir la première vidéo si vous voulez mon avis dessus. Si on compare ce récit au Untold Tales of Spider-Man, dont on avait aussi parlé dans la première vidéo, au moins ils ajoutaient des histoires inédites. J'ai presque l'impression que les auteurs sont eux-mêmes nostalgiques d'une période où les aventures de Spider-Man étaient plus simples et davantage focalisées sur les relations entre les personnages. Deuxième série courte, Spider-Man Human Torch. Spider-Man Human Torch est une série nostalgique. Ça y est. Bon, dans cette série, on suit les aventures de Spider-Man et Johnny Storm, la torche humaine, à travers les époques passées. Ça me fait toujours quelque chose quand je vois ces deux-là ensemble parce que ça me rappelle quand on a commencé cette chaîne, les débuts sur YouTube. Tranquille, c'était il y a 2 ans. Vous l'aurez compris, on est encore une fois face à une série nostalgique, mais au moins elle propose des histoires originales. La série est très ancrée dans le lore de l'époque, notamment lorsqu'elle reprend les gimmicks d'interaction entre les personnages, par exemple les quiproquos multiples avec Betty. C'est une bonne manière de jouer sur la nostalgie sans que ce soit trop poussif. Bref, du bon fanservice en somme. C'est amusant et presque mignon de les revoir dans leurs années d'adolescence, quand la vie était plus simple, quand les aventures étaient plus simples. Les auteurs laissent le temps aux personnages d'interagir, ce qui fait qu'on a rarement vu les protagonistes aussi proches, aussi complices. La série se conclut à l'ère moderne avec Johnny apprenant que Spider-Man est en fait Peter. Et c'est marrant parce que depuis le début, il peut pas encadrer Peter, mais est bon pote avec Spider-Man. Plus que des amis, avec les 4 Fantastiques, ce sont une famille. C'est vraiment le meilleur duo de Spidey, si on me demande. T'inquiète, personne n'a demandé. Troisième série courte, Spider-Man Fairy Tales. Spider-Man Fairy Tales est une série nostalgique. Non, je plaisante. Comme son nom l'indique, Spider-Man Fairy Tales est un recueil de contes inspirés de l'univers de Spider-Man. Spider-Man dans le petit chaperon rouge, Spider-Man dans le Japon féodal des yokai et Spider-Man chevalier médiéval. Mais on y retrouve aussi l'histoire de Kwaku Hansi, premier totem et dieu de l'araignée. C'est un concept assez marrant de placer un super-héros dans un univers si différent des comics, mais c'est ce qui en fait aussi sa faiblesse. Je pense notamment à l'histoire Tar Charles Perrault ou les frères Grimm qui est expédiée à une vitesse délirante. C'est une sorte de relecture du conte, mais à part changer les noms des personnages par seul l'univers de Spider-Man, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est juste un enchaînement de refs, mais ils font acte de présence, rien de plus. Donc voilà, je trouve que le concept est en fait assez limité, mais je vous conseille quand même de lire l'histoire de Kwaku Hansi et celle sur Spider-Man Chevalier qui est étrangement assez cool. On retourne à l'intrigue principale. Ah, Brand New Day, un jour nouveau, le retour de Spider-Man au sens propre comme au figuré. Au sens propre parce que depuis les événements de One More Day, Spider-Man ne s'est plus montré, et au sens figuré car on est face à un reboot. La série souhaite repartir de zéro pour forger de nouvelles bases solides. Le rôle d'un jour nouveau va donc être d'installer les fondations du futur Spider-Man. Et ça passe par un nouveau statu quo. Ces chapitres nous introduisent donc à de nouveaux personnages. Les amis de Peter, Charlie, Lily la nouvelle copine d'Harry et Vin le policier colocataire de Peter. À ça s'ajoute une nouvelle héroïne, Jackpot. Mais c'est... Alors oui, on dirait Mary Jane, mais à Skip, c'est pas elle. Et enfin, de nouveaux antagonistes, Overdrive, Mister Negative, Screwball, le Camé. Oui, c'est son vrai blaze. Et Menace, le grand vilain de ce nouveau départ. Afin d'installer tout doucement de nouvelles intrigues, les auteurs font le choix de revenir à une formule de récit plus simple. Excite les gros arcs, on préfère un format Freak of the Week avec une trame de fond. Et c'est assez logique, après un reboot, il est préférable de prendre son temps. Et sinon, qu'est-ce qui change? Merci de poser la question. Moi je fais que suivre le script.
Premièrement, May a oublié que Spider-Man égale Peter. Je trouve ça complètement con, ça n'a aucun intérêt si ce n'est de faire de la marche arrière. Ah ouais, toi t'hésites pas à dénoncer. Merci de me soutenir. Je fais que suivre le script, hein. Et Peter se retrouve une énième fois comme un galérien. En fait, One More Day n'a eu comme seul impact que de faire reculer les personnages. Tout le développement qu'ils ont accumulé depuis le mariage de Mary Jane et Peter est jeté à la poubelle, soit plus de 20 ans de publication. Je trouve ça plutôt déprimant. Si je veux lire des histoires dans lesquelles May n'est pas au courant de la double vie de son neveu ou dans lesquelles Peter et MJ ne sont pas mariés, je lis les anciens comics. Le rôle d'un auteur est de faire avancer le personnage, pas de le faire reculer. Mais ses choix sont en fait assez logiques. Oh le plot twist. Le problème, c'est que la série se doit être accessible et en accord avec son public. Lorsqu'une génération de lecteurs se désintéresse de Spider-Man, l'autre prend le relais. Elle n'a pas forcément lu les anciens comics, donc ne connaît que très vaguement les origines des personnages. Ainsi, pour attirer un nouveau lectorat sans qu'il ait besoin de lire 1000 chapitres dispersés à travers 36 séries différentes pour comprendre un micro-détail, un reboot est le choix logique. Et du coup, c'est passe quoi pour MJ? Tu es un formidable lecteur de script, tu sais ça? Eh bien, Mary Jane est en couple avec un célèbre acteur. La salope. Wow, mollo. Elle trompe Peter. Premièrement, ils ne sont pas mariés, donc techniquement, elle lui doit rien. Et deuxièmement, Peter vit très bien sa vie de célibataire aussi. C'est un phénomène assez particulier qui touche les lecteurs de comics, mais pas que. Ça marche aussi pour les mangas, les animés ou toute production culturelle. On n'arrive pas à accepter que le love interest du protagoniste puisse avoir d'autres relations, qu'elle ne soit pas entièrement dévouée au personnage principal. Et ça s'illustre très bien ici. Peter péchauve là les meufs, ça dérange personne. Par contre, MJ a le malheur d'être en couple avec un raclo et ça y est, c'est une pute. Mais en fait là, tu décris juste le sexisme en fait. C'est assez connu quand même. Ah ouais? Et t'as déjà entendu un youtubeur parler de campagne municipale? Alors là, tu m'intrigues. Juste 2 secondes et on en parle. Tu sais que je te voue une haine sans pareil. On va d'abord s'intéresser à la première chasse de Kraven. T'en as vraiment pas marre de tout le temps parler de ça? Non, j'ai dit la première chasse de Kraven. Et donc? D'habitude, je fais chier tout le monde avec la dernière chasse de Kraven. Bon, vas-y, je dis point. La première chasse de Kraven raconte l'histoire de la fille de Kraven qui traque Spider-Man mais se trompe et capture Vin en pensant que c'est Spider-Man. Mais c'est qui Vin? T'as pas écouté? C'est le colocataire de Peter. Range ce petit ton condescendant. J'avais pas prévu de l'évoquer dans cette vidéo, mais je me suis rendu à l'évidence, il faut que j'en parle. J'en ai marre que les auteurs essayent de faire des suites aux histoires classiques. Ça avait bien marché avec Parfum d'enfance, mais tout le monde n'est pas de ma taille sous Bouchema. L'histoire est mise au possible. Elle se repose sur le succès de sa grande sœur en enchaînant les références. Et c'est vraiment le niveau 0 de la ref. Par exemple, on ramène Vermine pour... je sais même pas pourquoi en fait. On ne retrouve pas la poésie de la dernière chasse de Kraven ou Parfum d'enfance. La fille de Kraven, on sait même pas ce qui la motive, c'est juste la petite fille à son papa. Bref, c'est nul, fin du coup de gueule, on peut parler des élections. Let's go! Avant toute chose, un peu de contexte. À New York, on est en pleine campagne municipale et c'est littéralement la guerre entre les candidats. Randall Crone, le méchant politique, est opposé à William Hollister, le cool guy et père de Lily. Mais c'est qui Lily? C'est la copine d'Harry, merde! À ça s'ajoute l'affaire du tueur au Spider Tracer. En gros, il y a un type qui bute des gens et place un des Spider Tracers de Spider-Man sur leur cadavre. Et donc tout le monde pense que Spidey est un meurtrier. Bon, tout est clair? Oui, oui. Ok, super, parce que ça se complique. Je vais faire un burn-out. Norman Osborn est de nouveau de retour et comme tout le monde, il a oublié que Peter est Spider-Man. Seulement, cette fois, il agit du côté de la loi. Il dirige l'équipe d'anciens vilains, les Thunderbolts, les citoyens l'encensent et le soutiennent dans sa démarche d'éliminer Spider-Man. Norman a toujours été bon pour envoyer les autres se battre à sa place, mais là, il dirige vraiment ses troupes comme un général. Je dois l'avouer, le voir coordonner les assauts en temps réel est plutôt kiffant. Tom qui aime bien quelque chose chez Osborn, si on me l'avait dit. Ignorant est celui qui ne sait reconnaître le charme transperce. Ferme ta gueule. Eddie Brock devient anti-Venom, Spider-Man sauve le père de Jameson, on passe pour arriver à l'explication de la non-mort d'Harry. T'es prêt? Pas vraiment le choix. Après être mort, Norman s'est chargé de son fils et Mysterio a falsifié les autopsies pour faire croire qu'Harry était vraiment mort. Oui, je comprends. Pendant les années suivantes, il a fait le tour des cliniques d'Europe. Oui, c'est bon. À son retour à New York, Harry a fait reconstruire la maison de May qui avait été détruite avant les événements de l'autre. Ouais, bon, ok. C'est pas la pire explication de non-mort que j'ai pu voir. C'était quoi la pire? Mon daron qui est revenu pour mes 18 ans en me disant qu'il était pas mort, mais seulement un Narnia. Ouais, ça arrive.
Sauf que maintenant, le fils d'Harry a peur de son père. Logique, il l'a vu mourir devant ses yeux et dans Parfum d'enfance, il a vécu de quoi créer des traumas pour toute une vie. En plus de ça, Liz Allan, l'ex-femme d'Harry, le hait et ne veut plus qu'il voie trop souvent leur enfant. Regardez ce qu'elle lui dit. Pourquoi ne peux-tu pas mourir comme une personne normale ? Wesh, c'est zinzin de dire ça. La bastos de baiser. Et finalement, même Mark Craxton, alias l'homme de métal, son ex-beau-frère, veut le tuer. Mais genre, premier degré. Oula non, ça c'est une brûlure au deuxième. Mais bon, c'est pas grave, dans la vie, faut pas se laisser abattre. Harry demande Lily en mariage. Et elle refuse. Ok, bon bah là, il lui reste vraiment plus rien. Ah, et menace en fait, c'est Lily. Et bah go se foutre en l'air. Attends, mais tu m'as pas dit que tu connaissais pas l'histoire ? Faire avancer la vidéo. Eh oui, Lily a eu accès à l'arsenal du bouffon après qu'elle se soit mise en couple avec Harry. Elle voulait être reconnue par son père qui, pour rappel, est en campagne et, je vais pas rentrer dans les détails, mais battre Spider-Man représentait un bon argument pour la campagne de son père. Attends, elle a dicté tout son speech sur pourquoi elle menace, les implications de Harry et de Norman sur sa transformation, pour au final être sa femme. Non, vraiment j'applaudis, un tel niveau de sorcellerie n'a été que rarement atteint. Bref, Spider-Man est battu par menace et envoyé en prison. Pourquoi en prison ? Il est soupçonné d'être le meurtrier au Spider-Tracer. Ah oui. De son côté, Carly, l'amie policière scientifique de Peter, découvre un sachet de Spider-Tracer sous le lit de Vin. Ce dernier lui explique qu'avec des collègues policiers, ils ont placé des traceurs sur des cadavres de personnes déjà mortes pour ruiner l'image de Spider-Man qui interférerait avec la police. Déjà, c'est un plan de merde et c'est hyper décevant. Los factos. Spider-Man s'échappe de la prison, affronte menace, va se faire tuer, mais Harry le sauve de justesse. Hollister refuse de devenir le maire de New York, car tout le monde sait que sa fille est une dangereuse criminelle. Alors ? C'était... dense. Je te le fais pas dire. En 24 chapitres, il se passe beaucoup de choses. Déjà, le retour de Norman Osborn. Vous connaissez mon avis sur le bonhomme, je suis très exigeant. Faire revenir le personnage dans le cadre d'un reboot, ça peut se comprendre. Et j'ai un peu honte de le dire, mais j'aime bien. J'en avais marre du côté complètement fou, what's up crazy. Là, il est plus posé, plus réfléchi, mais toujours autant fasciné par Spider-Man. En fait, depuis qu'Harry était mort, je trouvais Norman plus très intéressant. Ici, les auteurs réabordent le côté Harry coincé entre deux feux. Son ami n'a pas le temps pour lui car il doit se battre avec son père et inversement. Cependant, le jeune homme est plus proactif qu'auparavant. Il ne se laisse pas emporter par la situation et ne se repose pas sur la richesse de Norman. Il a remonté le Coffee Bean, le café qu'il fréquentait avec ses amis, et travaille d'arrache-pied pour que ça fonctionne. Comment réhabiliter un personnage ? La leçon. Mais Harry n'est pas le seul à recevoir ce traitement de faveur. On ressent une véritable volonté de remettre sur le devant de la scène d'anciens personnages. Je pense notamment à l'équipe du Daily Bugle, Robbie, Jameson avec l'arc du retour de son père qu'il avait abandonné, et surtout Betty Brandt. Elle a le droit à un épisode entier sur son amitié avec Peter. Le chapitre est tellement juste, j'ai presque envie de croire à l'amitié fille-garçon. Mais d'ailleurs, t'en penses quoi toi ? Non mais c'était juste une blague. En personnage réhabilité, on a aussi Hammerhead dont on découvre l'origin story dans Amazing Spider-Man Extra numéro 1 et qui est legit terrifiant dans les numéros 575 et 576 d'Amazing Spider-Man tout court. Mais mon préféré, c'est Flash Thompson. Dans un flashback, petite blague, on nous raconte son expérience de la guerre en Irak. Le chapitre, inspiré d'une histoire vraie par ailleurs, est super touchant car on constate que Flash tient à son équipe. Il agit comme son exemple Spider-Man et se sacrifie comme le héros le ferait. Prêt à tout pour sauver ses hommes, il perdra ses deux jambes au front. Après la guerre du Vietnam dans les années 70, Flash permet aux auteurs d'aborder le thème de la guerre en Irak. Mais on sent l'aspect propagande. C'est les États-Unis donc on n'y échappe pas, mais de là à dire des gens se sacrifient en Irak pour que tu puisses voter, bon, il s'agirait de s'informer autre part que sur les sites .gouv. Dans la partie précédente, on a parlé de 3 séries courtes dont les numéros étaient plus ou moins indépendants. Tu peux lire le chapitre 3 de Spider-Man Fairy Tales avant le 1, c'est pas très grave. Maintenant, on va s'intéresser à des séries racontant une histoire tout au long de leurs numéros. Et on commence avec Spider-Man Reign. Spider-Man Reign dépeint un futur dystopique dans lequel la police est omniprésente et surveille tous les agissements des citoyens de New York. Peter est vieux et a perdu toute volonté de se battre depuis la mort de Mary Jane. Mais dans les rues, une révolution se prépare. Jameson rassemble les enfants dans une église pour monter une insurrection. Il parvient à rallumer la flamme dans le cœur du vieux monsieur qui saute dans la foule pour affronter les forces de l'ordre. Très stylé cette planche.
Mais passer 30 ans à se morfondre dans un appart miteux, ça vous ramollit, donc Spider-Man se fait laver par les Sinister Six embauchés par le maire. Hidalgo en serait capable. Heureusement, il est sauvé par Octopus, le cadavre d'Octopus, lui conseillant de déterrer le corps de MJ. Qui est-ce qui a écrit ça? Après un gros câlin et un petit bisou, on apprend que la ville est en fait gouvernée par le symbiote Venom. Le symbiote ramène ses amis symbiotes et tous ensemble, ils tuent des enfants. Non, sérieux, qui a écrit ça? La jeune fille qui menait la révolution avec Jameson se révèle être la fille de l'homme sable. Mais elle se fait buter. Y a vraiment un truc malsain ou c'est moi? Bref, Spidey affronte le symbiote et tout est mal qui finit bien. Je pense pas avoir besoin de vous l'expliquer, Spider-Man Reigns, c'est bizarre. Déjà, graphiquement, il y a un vrai travail sur les corps pour les rendre hideux. Si seulement c'était que ça. Car Andrews, l'auteur, prend un malin plaisir à placer les personnages dans des situations, pour le moins dérangeantes. Et encore, je vous ai même pas expliqué comment Mary Jane est morte. Vous vous rappelez quand Peter a eu peur de tuer May lorsqu'il lui a transfusé son sang radioactif? Maintenant, imaginez qu'il échange un autre fluide. Super glamour. Et puis, je sais pas, ça tue là les gosses et même la fille de l'homme sable n'y échappe pas. Pourtant, elle a rien fait pour mériter ça et sa mort n'a aucun intérêt scénaristique. On dirait juste que c'est fait pour... le plaisir. Ce mec est trop bizarre. En ce qui concerne l'histoire, je vais pas passer par 4 chemins, ça ressemble à un gros repompage de Dark Knight Returns. Oh non, pas encore. T'es pas capable de faire une vidéo sans référence à Batman. Après là, pour le coup, c'est justifié. Que ce soit l'aspect « la ville a besoin d'un héros », dont l'appel est ici représenté par le personnage de Jameson, l'alliance des petits jeunes, entrecouper l'histoire par des passages de JT, le héros qui revient après des années d'absence. Bon, la ressemblance est assez frappante. Ok. Par contre, je trouve qu'Andrews va un peu trop loin. Ça, tu l'as déjà dit. Non, je veux dire, il en fait toujours trop. Les méchants sont trop méchants pour être crédibles, il y a une toile, le web, qui protège la ville mais l'enferme complètement, et la police, le fameux règne, ils sont tous complètement cons et juste animés par la soif de violence. Ça manque de nuances, tout est binaire. Et c'est pas la révélation du grand vilain qui vient arranger ça. D'ailleurs, ça sort d'où cette invasion? On apprend à la fin que Venom a fait tout ça pour se venger de Peter. On souffle. Andrews veut raconter trop de choses à la fois, mais tout est brouillon et rien ne semble réellement aboutir. Bref, j'ai pas kiffé, on passe à Spider-Man Noir. Foutu woke. Non, pas dans ce sens-là. À la fin des années 2000, Marvel lance une série dont l'idée est de plonger ses personnages bien connus dans l'univers sombre de la fin des années 30. Ah là là, quand le monde est encore en noir et blanc. Ouais. Sous ce label, 4 mini-séries sont d'abord publiées. X-Men Noir, Daredevil Noir, Wolverine Noir et celle qui nous intéresse, Spider-Man Noir. L'histoire met en scène le photographe Peter Parker évoluant dans le New York de la Grande Dépression, miné par le chômage, la corruption et la criminalité. La ville est dominée par... Allez, je vous laisse deviner. Norman Osborn. Évidemment Norman Osborn. En tant que baron de la pègre, il a fait assassiner Ben Parker qui fouinait un peu trop dans ses affaires. Heureusement, Peter obtient des pouvoirs, honnêtement je saurais pas vous dire comment, et après avoir enquêté avec Ben Urich, qui s'est en fait avéré un traître, il met fin aux agissements d'Osborn. Spider-Man Noir a ça d'intéressant qu'elle nous présente un Peter suivant un chemin bien différent de l'original. Ici, le jeune homme est un socialiste convaincu qui va perdre ses valeurs face à la cruauté du monde dans lequel il vit. Tout d'abord, son oncle a été assassiné parce qu'il luttait contre l'exploitation des travailleurs par un industriel. Peter réalise alors que la volonté ne fait pas tout et qu'il semble illusoire de s'attaquer à ceux qui ont du pouvoir. Toutefois, il persiste en sa volonté de changer les choses et arbore même des envies révolutionnaires. Mais il perd la confiance qui lui reste lorsqu'il découvre que son mentor, Ben Urich, a vendu son âme au diable. Le diable, c'est Norman Osborn. Qui d'autre? Ben n'a plus l'espoir et la fougue de la jeunesse. Plutôt que d'affronter l'ordre établi, il a fini par s'y soumettre et a rejoint les rangs de ceux qu'il détestait tant. Peter a perdu l'innocence qui lui restait et avec ses principes moraux. Pour protéger sa tante, il n'hésite pas une seule seconde et abat Adrian Toomes, le vautour. Il joue désormais au même jeu que ses ennemis, en dehors de la loi, avec violence et meurtre. Plutôt cool, pas vrai? L'histoire est assez originale pour du Spider-Man, mais le tout reste cohérent et je trouve que Peter s'y est assez bien au côté polar. Le tout est saupoudré de dialogues aux petits oignons, super. J'avais presque aucun reproche à faire à la série jusqu'à ce que je lise la dernière page qui tranche drastiquement avec le niveau d'écriture proposé jusque-là. Attention, je ne caricature pas. La morale de la dernière page, c'est littéralement « il y a des gentils mais aussi des méchants, mais les gentils finissent toujours par battre les méchants ». Ok, je lis un livret oui, parce qu'il y a 2 chapitres, j'ai vu Oncle Ben se faire dévorer vivant par le vautour. 3e et dernière mini-série, Marvel 1602, Spider-Man. Comme son nom l'indique, Marvel 1602 est un univers plaçant les super-héros au début du XVIIe siècle.
On y retrouve la conquête du Nouveau Monde, les complots religieux, les dinosaures. Bah quoi, t'as pas vu le chapitre en cours d'histoire? Beaucoup de personnages de la Maison des Idées y sont intégrés, mais celui qui nous intéresse, c'est Peter Parker. Bref, lui là. Peter est un orphelin écossais devenu le bras droit de Sir Nicholas Fury et qui s'est retrouvé par les coups du destin envoyé sur l'île de Roanoke, une colonie anglaise dans l'actuelle Caroline du Nord aux États-Unis. Il a ensuite été mordu par une araignée qui avait été exposée à l'énergie d'un portail temporel, lui donnant ses fameux pouvoirs, devenant l'araignée. Ça va être compliqué. Et j'ai même pas encore parlé de Spider-Man 1602. Ces événements se déroulent dans Marvel 1602 et Marvel 1602 New World. Peter est maintenant en Amérique et il tombe amoureux de Virginia Dare, la première enfant anglaise née justement en Amérique et qui peut se transformer en animal. C'est bon, tout est clair ? Ouais. Ok, alors on peut enfin aborder la série qui nous intéresse. Peter vit donc sa meilleure vie avec Virginia, mais toutes les bonnes choses ont une fin, elle se fait abattre par... Par qui? Norman Osborn. Avec un E. Norman est jugé parce que, certes, on est en Amérique, mais on tue pas des gens comme ça et est condamné à retourner en Angleterre pour recevoir sa peine. Peter est sommé de l'accompagner, les deux embarquent donc sur un bateau, direction le vieux continent. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et l'équipage affronte le caïd des Bullseye en pirate. Cette série n'a décidément pas fini de me surprendre. Le bateau finit par arriver en France, à Carcassonne, mais Osborn est récupéré par le baron Octavius, que Nurse et Henry le Pym forcés de travailler pour Octavius qui garde en otage sa femme, Janet. En fait, Octavius veut que Pym soigne sa maladie de la peau. Ça doit être la lèpre ou un truc du genre. Bon, c'est peut-être plus que la lèpre. Peter rejoint alors la troupe de théâtre des Watson et tombe éperdument amoureux de leur fille, son amie d'enfance, Marion. Quelques aventures plus tard, Peter est séparé de la troupe et part les chercher à Venise. Bim bam boum, gros combat final contre Octavius et sa bande et tout est bien qui finit bien. Spider-Man 1602, c'est cool. Ça, c'est l'analyse, hein. Pourtant, j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire. Ça, c'est moins bien. Si je devais vous dire de quoi ça parle, je serais un peu perdu. Au départ, les auteurs abordent la déception du Nouveau Monde. Finalement, les gens sont tous aussi cruels et il n'y a pas moins de misère ou de maladie. Mais tout ça, ça dure qu'un seul chapitre et on n'a pas le temps de l'assimiler que Peter est dans Assassin's Creed Black Flag. Il se passe tellement de choses en seulement 5 chapitres qu'on retient pas grand chose, à part l'impression d'avoir suivi un grand voyage. Et c'est pas une critique, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où le héros fait le tour du monde en quête d'aventure. Et justement, tout cet aspect aventure, voyage, tout qui s'enchaîne rapidement, ça me fait un peu penser à Candide. J'ajoute les littéraires à la liste des communautés que tu offusques. Le personnage principal est embarqué dans une série d'événements qu'il ne contrôle pas, ce qui fait que chaque mini-aventure est surprenante tant elle tranche radicalement avec tout ce qui précède. Puis c'est vrai que Candy découvre la noire réalité de ce monde habité par la violence à travers son voyage. L'innocence des deux personnages disparaît à mesure de leur rencontre. Bah, j'ai pas le droit d'analyser? Si, c'est très bien, surprenant mais... très bien. Spider-Man vient tout juste de se remettre de son combat contre Menace, qu'il est embarqué par les 4 Fantastiques pour une visite du Macroverse. Sauf que dans le Macroverse, le temps passe plus vite. Mais genre, vraiment plus vite. 1 heure dans cet univers correspond à 13,3 jours dans le nôtre. Au final, Peter se sera absenté 2 mois dans son monde et en 2 mois, il s'est passé pas mal de choses. Tu m'étonnes. Moi, je suis parti en voyage pendant 4 mois et ma meuf, quand je reviens, elle est enceinte de 2 mois. Un truc de fou. Ok, faisons un petit récap de ce que Peter a manqué. Harry a eu le temps de retomber dans l'alcool et d'en sortir grâce à Carly. Jameson s'est remis avec sa femme qu'il avait quittée parce qu'elle avait vendu le Daily Bugle. Nora a rencontré Randy, le fils de Robertson, et ils se sont mis en couple. Je ne connais aucun des deux. Tante May sort avec le père de Jameson. C'est pas sur mon bingo, ça. Pourtant, j'avais Jameson devient maire. Jameson était élu maire de New York. Yes! Et Norman Osborn obtient encore plus de pouvoir en devenant Iron Patriot. Yes! Enfin, je veux dire... oh, trop chiant! Le voyage dans le Macroverse permet ici d'accélérer le récit. Bon, on a tous très bien compris. Viens, on dit que tu continues l'histoire. Ok. Jameson Senior ne perd pas de temps puisqu'il s'excuse auprès de son fils de l'avoir abandonné et demande dans la foulée May en mariage. Ce qui permet d'accélérer le récit Mais parce tu nous emmerdes! on entre alors dans la phase Elle a dit oui? Hein? Tante May, elle a dit oui? Oui, elle a dit oui. On entre alors dans la phase Dark Reign qui fait suite à Secret Invasion.
En gros, la Terre a été envahie par les Skrulls, une race extraterrestre métamorphe qui a remplacé plusieurs super-héros pour les remplacer par des imposteurs. Norman Osborn a dissous les Thunderbolts et il est maintenant à la tête du Hammer, une organisation qui remplace le Shield dont la viabilité a été compromise par l'invasion Skrull. Ok. Osborn est donc le mec le plus puissant des États-Unis et peut-être du monde, si bien qu'il a sa propre team de Dark Avengers. Alors, si j'ai bien compris, Dark Reign, c'est les méchants fascistes qui montent au pouvoir sans que personne ne dise rien. C'est ça. Je sens qu'il y a un parallèle à faire avec la situation politique actuelle, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pour Spider-Man, c'en est trop. Il est bien déterminé à en finir avec Osborn et Harry est du même avis. Jusqu'à ce qu'il découvre que Lily est à la fois retenue captive par Norman et enceinte. Il pactise donc avec le diable pour la sauver de l'emprise du diable. De son côté, Spidey, qui a voulu se faire passer pour l'Avengers Venom, Elle est bizarre cette phrase. est capturé et torturé par Norman. Ah mais attends, pourquoi on lui retire pas son masque pour connaître son identité? Parce que Spider-Man porte le masque indestructible de Red Richards. C'est une excuse de merde. C'est une excuse de merde. Pendant ce temps, Harry découvre que Lily lui a menti. En fait, elle ne l'aime pas. Mais non, on le savait déjà. Bah, pas Harry apparemment. Elle jouait là-bas et en fait, Harry n'est pas le père du gosse. Ouh là là, ça devient bizarre là. C'est plutôt son frère. Ah non, c'est pas possible ça. Ouais, se faire voler sa meuf par son daron, c'est très très grave. Là, Norman dit clairement à son fils que Lily voulait sa Non mais c'est quoi ce truc de zinzin? Il a tellement honte d'Harry qu'il a sa meuf et l'a remplacée par son fils qui devrait donc être son frère. Mais comment tu penses à ça? Harry finit par devenir American Son comme le voulait son père, mais il utilise ses pouvoirs pour l'affronter. Il met Norman au tapis, mais ne l'achève pas, car cela reviendrait à devenir exactement le fils que son père souhaite. Après tous les efforts qu'il a fait pour remonter la pente, combattre ses addictions, sortir de l'emprise de son père, il ne peut pas abandonner maintenant. Harry s'échappe une bonne fois pour toutes de l'ombre de Norman. J'ai pas grand chose à ajouter sur l'histoire que ce que j'ai déjà pu dire pendant le résumé. C'est la conclusion logique des événements précédents, mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Ça manquait de blague, non? Enfin... Bien que j'ai pu dire que j'appréciais ce nouveau Norman, finalement ça n'a pas duré longtemps. Les auteurs sont obligés de le rendre toujours plus crazy et de lui faire des choses toujours plus... sales. Quand ton personnage perd toute profondeur et ne devient qu'une machine à faire réagir, cette escalade de l'horreur est obligatoire si tu souhaites qu'il reste d'actualité. Et c'est dommage parce que cette profondeur, c'est ce qui faisait qu'on pouvait avoir de l'empathie pour lui dans les années 60 et au début des années 70. Norman était quelqu'un de tourmenté qui ne cessait de se battre contre ses propres démons. Ça le rendait humain et on était attaché à lui. Qui est attaché à ce connard maintenant? Mais bon, ça c'est le passé, il faut se tourner vers le futur, et le futur est placé sous le signe du mariage. De Peter et Mary Jane? Non, t'as rien suivi, elle est plus du tout inclue dans le récit. Non, je voulais parler du mariage de Tante May et Jameson Senior. Rien ne pourra se mettre en travers de leur union, pas même un docteur Octopus à qui il reste moins d'1 an à vivre et qui souhaite dire au revoir à la seule femme qu'il ait jamais aimée. Attends, mais c'est hyper triste. Bah non, c'est un méchant. C'est cool que May ait le droit de passer à autre chose. Elle avait certes eu une histoire avec Nathan Lubensky, mais là on parle carrément d'un nouveau mariage. C'est assez osé de la part des auteurs de faire ça quand on sait qu'ils mettent un point d'honneur à respecter Ben et sa mort. Mais voilà, on aime bien quand les auteurs prennent des risques, même si c'est pas toujours parfait. C'est ça qui rend une œuvre intéressante à suivre, sa capacité à se renouveler. C'est apaisant d'assister à cette cérémonie quand même. On se remémore le passé avec tous ces vieux personnages invités. L'arrivée devant le maire, le discours, le baiser, le jeter de bouquet. Oh les fils de... Face it, Tiger. You just hit the jackpot. Donc, Mary Jane est de retour et elle est au courant que Peter est Spider-Man. Les auteurs savent vraiment l'iconiser et ils savent surtout ce qu'ils font. Ouais, ils savent nous frustrer, hein. Et comment? On parle toujours de la même chose, mon ref. Ensuite, pour parler des numéros 605, 606 et 607, il va falloir passer en mode... S'il te plaît, laisse-moi le dire. Je t'en prie. Les amours de Peter forment un max. Alors là, il y a tout le harem au complet. Michelle, la sœur de Vin, sa nouvelle colocataire avec qui il a une relation ambiguë, Nora, la reportrice qui lui tourne autour, Mary Jane, son ex, et Felicia, alias Black Cat.
Il manque plus que Betty et Gwen et on sera au complet. Oubliez ce que je viens de dire. On en apprend plus sur l'ancienne relation MJ-Peter, celle qui a été réécrite après One More Day. Mary Jane savait que Peter égale Spider-Man. Ils avaient pour but de se marier, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas la vie de femme flic empire, ce qui a causé la fin de leur relation. Après, il reste encore quelques chapitres à analyser. Non, je pense que c'est pas mal. Je voulais quand même cracher ma haine sur le duo Spider-Man-Deadpool. Oh, t'inquiète pas avec ça, on risque pas de les avoir dans la décennie suivante. Et je voulais parler du fait que Madame Web et Spider-Woman ont été capturés par la famille Kraven. Bah, ça doit pas être très important. T'es pressé qu'on finisse? C'est plutôt toi qui as peur de finir, j'ai l'impression. Non, pas du tout, on peut passer à la conclusion. En conclusion, les années 2000 se présentent en demi-teinte. C'est sûrement une des décennies les plus importantes, car c'est elle qui va imposer les nouvelles lignes éditoriales de Marvel. On peut prendre par exemple la suppression des autres séries pour se focaliser sur Amazing Spider-Man qui passe à 3 chapitres par mois. Plusieurs scénaristes se succèdent pour tenir le rythme et ils décident ensemble de l'intrigue pour maintenir la cohésion des arcs. Tout cela demande de l'organisation et c'est un exploit qu'ils aient réussi à créer un tout cohérent. Mais c'est aussi la décennie des choix, et souvent des mauvais choix. Que ce soit la décision de faire des pouvoirs de Spider-Man des pouvoirs surnaturels, le de Gwen ou encore le reboot bâclé, beaucoup de décisions sont assez douteuses. Ce qui est paradoxal, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu énormément d'événements très importants, pas grand chose a changé. On est juste revenu 30 ans en arrière. Ceci étant dit, il y a quand même des super histoires dans les années 2000. Conseil de lecture? Conseil de lecture. Commençons par l'éléphant dans la pièce, vous devez lire le run de Straczynski. D'ailleurs, si vous voulez le lire sur papier, ça tombe bien parce que Panini le réédite en ce moment en format pocket. C'est pas une OP, j'ai vraiment pas de buzz, mais je vous le conseille. Je pense que ce run, c'est le prime de Peter. On n'a jamais eu un Peter aussi humain et attachant. Voilà, je le dis, je sais qu'on va me tomber dessus. C'est clairement une populaire opinion. La deuxième histoire que j'ai préférée dans cette décennie, c'est le dernier combat. Je pense que si je devais donner envie à quelqu'un de lire les comics de Spider-Man, je lui présenterais cette histoire. C'est pas trop long, mais en même temps suffisamment pour entrer dans l'univers et il n'y a pas besoin d'être au fait de tout le passé de Spider-Man pour prendre plaisir à lire l'histoire. C'est vraiment un condensé de ce qu'il se fait de mieux en termes de trame indépendante du reste de la série. J'aurais pu parler de plein d'autres séries, donc si vous avez encore faim, voici quelques pistes. Pour une plus jeune audience, il y a Marvel Adventure Spider-Man. Pour les fans de romance, vous pouvez lire Spider-Man Loves Mary Jane. Pour les... Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez lire Spider-Man India. J'en ai pas parlé parce que... Tu es raciste. Non, c'était juste pas sur la liste de lecture. Racisme aveugle donc. Et évidemment, Ultimate Spider-Man. Vous devez lire Ultimate Spider-Man. C'est la meilleure Spider-Man jamais créée. Vous m'empêcherez pas de le dire haut et fort. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bonne soirée. Et c'est fini. Et sacré morceau. Je te le fais pas dire. J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans les années 2010. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas que je ferai la vidéo sur les années 2010. Hein? Mais pourquoi? Je sais plus quoi dire, j'ai l'impression qu'on a abordé tous les thèmes importants. Je sais pas quoi dire de plus. On continue de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tu t'occupes des années chiantes, je fais rire les gens. Ouais, je sais pas, j'ai peur qu'on se répète. La vidéo est bien, ça peut faire une bonne conclusion, non? Tu vas me faire croire qu'après 2 ans, ça te dérange pas de t'arrêter maintenant, comme ça? Je pense juste que j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir. On parle toujours de faire des vidéos sur YouTube qui font 500 vues, t'inquiète pas. Écoute, si on fait la vidéo sur les années 2010, on le fait bien ou on le fait pas. Et là, pour l'instant, je sais pas comment bien le faire. Ouais, je suis forcé d'admettre que je suis assez d'accord avec cette mentalité. Et du coup, tu comptes faire quoi pendant tout ce temps? Je pense que je vais m'isoler. J'ai besoin de réfléchir. Une grande aventure m'attend.